Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes, place à notre grand angle. C'est sans aucun doute le plus grand mystère de l'histoire de l'aviation. Il y a presque 3 ans, le 8 mars 2014, le vol MH370 de la Malaysia Airlines reliant Kuala Lumpur à Pékin disparaissait mystérieusement au-dessus de l'océan Indien avec à son bord 239 personnes, aucun survivant. Aujourd'hui, la piste de l'attentat n'est plus un tabou. On en parle avec Jean-Marc Garot. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes l'un des auteurs du livre intitulé « Le détournement du MH370 ». Pourquoi faut-il chercher l'épave ailleurs? À vos côtés, un consultant international en système aéronautique, Michel Delarche. Jean-Marc Garot, vous êtes vous aussi spécialiste, ancien directeur de centre de contrôle aérien Eurocontrol. Je rappelle que votre livre, et je précise que votre livre est publié aux éditions Libri Nova. Michel Delarche, on va commencer avec vous. Pour vous, il ne s'agit donc clairement pas d'un accident, mais d'un détournement. Expliquez-nous ce soir ce qui vous permet d'affirmer cela. En fait, quand on considère la façon dont les événements se sont déroulés, on voit que l'avion a volé pendant 7 heures à peu près, après le moment où il a quitté son plan de vol normal. Donc ça indique qu'il y a peut-être eu une avarie ou quelque chose, mais en cas d'avarie grave, un avion ne peut pas voler aussi longtemps. On a eu l'exemple récemment du vol Paris-Le Caire d'Égyptair, où il y a eu quelque chose qui s'est passé à bord, il y a eu de la fumée détectée par les systèmes, et au bout de quelques minutes, l'avion est tombé dans la Méditerranée. Donc là, si s'était passé quelque chose de vraiment grave et d'irréversible à bord, l'avion n'aurait pas pu voler aussi longtemps. D'autre part, le point important, c'est le déroulement des événements. Quand on regarde finement comment la trajectoire de l'avion a évolué, on s'aperçoit que l'avion a brusquement fait demi-tour, volé à travers la Malaisie, contourné l'île de Sumatra qui appartient à l'Indonésie et ensuite descendu vers le sud. Ça, c'est pas du tout dans le plan de vol. Et ça, évidemment, à partir du moment où il fait demi-tour, c'est plus du tout dans le plan de vol. Et donc l'impression, nous, qu'on a eue, c'est que, l'avion a été piloté judicieusement pour se soustraire au contrôle aérien, en volant sur certaines routes aériennes le long des frontières de différents pays, de façon à entretenir le flou sur qui était responsable de surveiller ce que faisait l'avion. Et également, on s'aperçoit que sa manœuvre, qui a pu être suivie par certains radars militaires et civils, avait essentiellement pour but d'éviter de traverser l'espace aérien indonésien. Ensuite, il est parti vers le sud, ou vers l'est, ou vers le sud-est. Pourquoi ne pas passer par l'Indonésie? Parce que l'Indonésie a la réputation d'être d'un nationalisme sourcilleux en ce qui concerne la surveillance de son espace aérien. Ouais. Et donc, il aurait probablement eu un risque plus élevé d'interception, de détection et d'interception. Pris en charge par des F-16 notamment. Jean-Marc Garot, mais si c'est un détournement, disons-le un attentat, pourquoi est-ce qu'il n'y a eu aucune revendication à ce jour? Parce qu'il a raté. Et pour avoir discuté avec des collègues pilotes qui ont suivi des histoires de terrorisme, par exemple, avant l'attentat contre les tours jumelles à New York, il y avait eu plusieurs tentatives de prise de contrôle du cockpit. Donc notre idée, c'est que les terroristes, malheureusement, sont dans des processus d'apprentissage. Et ils apprennent de mieux en mieux. Et nous, on pense que c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il faudrait trouver cet avion. Parce que vraisemblablement, c'est un nouveau niveau de sophistication des terroristes. Donc, les terroristes sont dans un processus d'apprentissage. Là, ça a dû rater. Et donc, à notre avis, ils vont recommencer. Quand vous dites que ça avait dû rater, c'est que leur but, c'était d'atteindre une destination. Et là, de faire quoi? Soit d'entamer des négociations, soit de passer à l'acte, de tuer des passagers sous l'œil peut-être des caméras du monde entier? Alors, dans la quatrième partie de notre livre, en fait, ce scénario de détournement, il est surtout utile, de nos points de vue, pour essayer de justifier une autre zone de recherche. Par contre, dans la quatrième partie, on fait d'autres hypothèses en termes de trajectoire, en supposant que cette trajectoire a été pilotée par des techniciens très au fait du système. On ne sait pas quelle est la fin de l'histoire et quel était le but.
mais il est quand même plus vraisemblable qu'ils allaient quelque part et pas au milieu de nulle part comme les Australiens ont l'air de le croire, et donc vers certainement le nord-ouest de l'Australie, où il y a des bases, où l'Australie est vous savez, c'est un des rares pays démocratiques dans le coin. Néanmoins, ils ont un mode de fonctionnement vis-à-vis des réfugiés. Ça peut être une cible facile, soit effectivement pour faire des échanges de prisonniers. Alors ça peut être dans d'autres, c'est pas forcément en Australie, ça peut être en Chine. Et donc, ou pour se servir de cet avion comme pour aller exploser. Mais ça serait plutôt donc un détournement raté. Alors pourquoi il a raté, on n'en sait rien. Et qui avait... Vous l'évoquez, vous dites qu'en fait, tout simplement, les pirates, et là on va y venir concrètement à ce qui s'est passé, peut-être avec vous, Michel Delarche, c'est qu'au fond, la seule erreur de ces nouveaux pirates du XXIe siècle, c'est de ne pas avoir prévu le carburant nécessaire à leur destinée. En fait, ce qu'on pense au vu de l'analyse qu'on peut faire de la trajectoire, c'est que il ne faut pas surestimer la compétence technique des pirates. Justement, dites-nous ce qui s'est passé, parce que c'est assez fascinant. Vous expliquez dans ce livre, après être remontés de la soute vers la cabine, une fois l'équipage et les passagers maîtrisés, ils ont pris le contrôle de l'avion. Quelle est donc cette soute bourrée d'électronique? Alors, la soute électronique, c'est quelque chose qui se trouve en dessous du cockpit. Il y a différentes portes d'accès. On peut y accéder par la soute de fret. Ouais. On peut y accéder par une trappe qui se trouve sous l'avion pour certaines opérations de maintenance, et on peut y accéder sur les Boeing 777 par une trappe qui se trouve dans le plancher de la cabine, juste derrière le cockpit. Et donc s'il y avait des gens cachés là, ils ont pu simuler une panne en coupant, en déclenchant des coupes-circuits à l'intérieur de la soute électronique, et ensuite remonter dans la cabine et à ce moment-là, prendre le contrôle de l'avion. Prendre le contrôle d'un avion, des passagers et du personnel de bord, ça nécessite des armes? Oui, probablement. Et s'ils étaient cachés avec des armes, ça pose pas vraiment de problème. Et ils avaient peut-être des complices à bord. On n'exclut pas non plus, bien que ce soit peu probable, qu'un des pilotes ait pu être complice du détournement. Ça nous semble peu probable, mais on ne peut pas complètement l'exclure. Pourquoi est-ce que, Kuala Lumpur, on sait qu'il y a beaucoup de vols qui partent de cet aéroport en Asie, justement sur la question des normes de sécurité, ça pose question. Vous évoquez notamment la corruption dans la région. Ça paraît saisissant que des pirates puissent s'introduire à bord d'un avion et d'agir ainsi, si cela se confirmait un jour. Vous savez, un aéroport, c'est un grand terrain. Il y a beau y avoir des contrôles. C'est pas dévoiler et donner des idées à des terroristes, de leur dire que c'est pas très très compliqué, surtout dans un pays, de donner de l'argent pour éventuellement rentrer sur une piste et puis de s'introduire, comme l'a dit Michel, cette soute électronique, on peut y rentrer par en dessous, il suffit d'une échelle. Bon, il y a plein de gens qui circulent. En plus, l'avion a décollé de nuit, c'était de nuit, donc c'est pas heureusement, il y a des contrôles assez forts dans tous les aéroports. Et par rapport à cet avion, il y a eu beaucoup d'histoires en disant que les passagers n'avaient pas été contrôlés, qu'on voit des vidéos, on voit des gens passer à côté des portiques de sécurité. Mais il y a des façons beaucoup plus simples d'être un passager clandestin dans un avion que de passer par les portiques. Vous avez évoqué les zones de recherche, c'est d'ailleurs le sous-titre de votre livre. Pourquoi faut-il chercher l'épave ailleurs? L'Australie, les autorités australiennes prônent la même chose que vous, chercher ailleurs ou chercher aujourd'hui? Alors, disons, les Australiens ont d'abord fait, alors pour nous c'est inexplicable, ils ont fait l'hypothèse qu'après que l'avion ait disparu des radars et qu'il a commencé à contourner l'Indonésie, il a continué à être à la même altitude, à la même vitesse et dans la même direction pour aller nulle part. Et en fait, souvent j'en discute avec mon ami Jean-Paul Troadec, en fait ils ont pris la solution la plus simple pour réduire la zone de recherche. Donc ça nous semble trop simpliste. Ouais. Et par contre, ce qui se passe, c'est que récemment,
comme il y a eu des débris qui ont été trouvés, il y a eu des études qui ont été faites de rétrocourant. Et là, en faisant les études de rétrocourant, et nous, dans notre livre, déjà, il y a quelques mois, on avait trouvé que ces études de rétrocourant faisaient que l'avion était plus vraisemblablement plus au nord. Et donc là, ils ont effectivement un travail sérieux, mais qui a beaucoup d'incertitudes, disant que vraisemblablement, par rapport aux débris qui ont été trouvés, l'avion doit se trouver plus au nord que ce qu'ils cherchaient à l'heure actuelle. Alors la question, qui peut décider de refaire des recherches? Parce que ça coûte cher. Alors votre démarche illustre un vieux principe de l'écrivain et médecin britannique Conan Doyle. Lorsque vous avez éliminé l'impossible, ce qui reste, si improbable soit-il, est nécessairement la vérité. On a envie de vous dire très bien, sauf que pourquoi tous les pays dont on vient de parler, notamment l'Australie, qui est quand même une grande puissance, un pays riche, vous avez cité aussi l'Indonésie, pourquoi est-ce que ces pays-là auraient-ils intérêt à taire l'éventualité d'un détournement, voire d'un attentat avorté? Je pense que si on parle des spécialistes, c'est assez logique de fonctionner comme ça. Les spécialistes n'aiment pas faire des hypothèses spéculatives. Moi-même, qui suis aussi écrivain de romans policiers, ça ne me gêne pas de faire des hypothèses spéculatives. Mais les experts de sécurité ont tendance à vouloir éviter de spéculer sur ce que pouvaient vouloir faire des pirates que finalement on n'a jamais détectés, etc. Du coup, ils vont s'appuyer uniquement sur des études techniques, par exemple de dérives de courant, etc. Et effectivement, les dernières études publiées ont montré que, comme le disait Jean-Marc, il y a une probabilité pratiquement nulle que depuis la zone de recherche qu'ont retenue les Australiens, des débris soient allés uniquement vers l'ouest, Madagascar, la Réunion, etc. Merci beaucoup Michel Delarche, merci Jean-Marc Garot. Je rappelle que vous êtes les auteurs du livre intitulé « Le détournement du MH370 ». Pourquoi faut-il chercher l'épave ailleurs? On rappelle aussi pour finir que l'une des avocates d'une famille de victimes évoque elle aussi, tout comme vous, elle l'a fait en tout cas il y a quelques mois, la piste de l'attentat, en tous les cas après le fait que la justice australienne ait décidé de dire que ce n'était pas dû à une erreur technique. Merci à tous les deux d'être venus sur notre plateau pour témoigner. Merci beaucoup.